qu'on s'est déjà posé la question fondamentale de savoir ce que signifie réellement, au fond, avoir un intestin en bonne santé? C'est une excellente question et c'est vrai que c'est un concept qu'on entend absolument partout. Partout, ouais. Dans les magazines, sur les réseaux, dans la moindre discussion sur la nutrition. Mais c'est un vrai paradoxe. Est-ce qu'on parle juste du fait de ne pas être cloué au lit par une maladie chronique? Exactement, ou est-ce qu'on parle de la digestion parfaite, tu sais, millimétrée d'un athlète de haut niveau? Ou alors du fameux secret de longévité incroyable qu'on observe chez certains centenaires? Aujourd'hui, on plonge dans une publication qui a fait énormément de bruit et qui répond justement à ces questions. Absolument. C'est une étude colossale qui a été publiée dans la revue scientifique Gut en 2024. Elle a été menée par le chercheur Matthias Van Hoel et tout un consortium international. Et il faut bien le préciser, ce n'est pas juste une énième petite compilation de bonnes pratiques diététiques de magazines. Non, pas du tout. C'est une véritable redéfinition scientifique qui s'attaque frontalement à un mot qu'on utilise un peu à tort et à travers aujourd'hui. La fameuse dysbiose. Voilà, la dysbiose. On emploie ce terme dès qu'on a un petit peu mal au ventre pour décrire un soi-disant déséquilibre, mais sur le plan clinique et biologique, ça manque cruellement de précision. Du coup, notre mission pour ce décryptage en profondeur, c'est de dépasser ce jargon. On va littéralement prendre ce mot dysbiose, le jeter par la fenêtre et essayer de véritablement comprendre les mécanismes à l'œuvre. C'est un beau programme. Ouais, on va décortiquer les 3 lignes de défense majeures de notre santé intestinale. Et on verra comment nos choix quotidiens sculptent cet écosystème. Et pour commencer, les chercheurs ont dû se mettre d'accord sur ce qu'est la santé intestinale. Ils ont défini ça sur 3 niveaux. C'est ça, oui. Le premier niveau, c'est très pragmatique, c'est le niveau médical de base, c'est-à-dire l'absence de maladies diagnostiquées. Donc, pas de maladie de Crohn, pas de colite ulcéreuse, mais on est d'accord pour dire que c'est une barre placée un peu trop bas pour définir la santé, non? Totalement. Ne pas être gravement malade ne veut pas dire qu'on pète la forme. C'est pour ça qu'il passe très vite au deuxième niveau dans l'étude. Et ce deuxième niveau, c'est l'absence de plaintes digestives. Donc les symptômes du quotidien, en fait. Voilà, parce qu'on peut très bien ne pas avoir de maladie grave avec une étiquette collée par un gastro-entérologue, mais souffrir au quotidien de ballonnements, de gaz anormaux ou d'un transit complètement chaotique. Si l'inconfort est là, l'écosystème est sous-optimal. D'accord, c'est logique. Mais le vrai cœur de l'étude de 2024, là où ça devient novateur, c'est le troisième niveau, le niveau holistique. Ok, et ça englobe quoi exactement ce niveau holistique? C'est là qu'on observe la structure et la fonction idéale de l'intestin. On ne parle plus juste du fait de ne pas avoir mal au ventre. On parle vraiment d'une machinerie silencieuse qui absorbe les nutriments, qui synthétise des vitamines que notre propre corps ne sait pas faire, qui éduque notre système immunitaire et qui maintient une diversité microbienne très résiliente. C'est un changement de perspective super intéressant en fait. En clair, pour résumer un peu cette première partie, un intestin en pleine forme, ce n'est pas juste un dossier médical vide de chez le docteur. C'est une espèce de moteur hybride ultra complexe qui tourne tellement bien et de façon tellement fluide qu'on oublie totalement son existence au quotidien. Exactement, c'est la machinerie parfaite. Et le chef d'orchestre de cette harmonie, cette fameuse première ligne de défense, c'est le microbiome. Mais alors là, l'étude remet les pendules à l'heure sur pas mal de mythes qu'on croyait acquis. Oh que oui. Le premier mythe qui tombe, et pas des moindres, c'est celui de la diversité absolue. Ok, décortiquons un peu ça parce que c'est contre-intuitif. Pendant très longtemps, le dogme, c'était que plus on a d'espèces bactériennes différentes dans le ventre, plus on est en bonne santé. Une forêt tropicale très dense, en somme. C'est ce qu'on lit partout, il faut manger varié pour avoir plein de bactéries différentes. Sauf que l'étude montre que c'est faux dans certains contextes. Parfois, une diversité bactérienne anormalement élevée est en fait associée à un transit très lent. Ah ouais? Ouais, et un transit très lent, ça permet à certaines bactéries de stagner, de dégrader des protéines et finalement de relâcher des sous-produits assez toxiques dans l'organisme. Donc la diversité pour la diversité, c'est pas forcément le Graal. Et il y a aussi ce fameux ratio qu'on voyait partout il y a quelques années. Le ratio entre les firmicutes et les bactérodietés. Ah oui, le grand classique. Pour resituer pour ceux qui s'y intéressent, ce sont les 2 immenses familles, les 2 phylums qui composent la vaste majorité de notre flore intestinale. On nous vendait l'idée que si on avait trop de firmicutes par rapport aux bactéroïdétés, on était quasiment condamné à l'obésité. C'est exactement ce qu'on disait et la publication de Van Hull enterre définitivement cette idée. Ce ratio est désormais considéré comme complètement obsolète pour définir la santé métabolique. La réalité est beaucoup trop variable d'un individu à l'autre pour se fier à 2 grandes familles comme ça.
C'est fou que la science avance vite. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça nous amène à la véritable révolution de cette étude. C'est le concept de redondance fonctionnelle. La redondance fonctionnelle. C'est un terme qui sonne un peu technique, un peu ingénierie, mais l'implication est dingue. L'étude révèle une statistique vraiment fascinante issue de très vastes cohortes humaines. Si on prend deux individus en parfaite santé et qu'on compare la composition exacte de leur microbiome, à ton avis, ils partagent quel pourcentage des bactéries? Oh, je dirais bien 80 ou 90% vu qu'ils sont tous les deux en bonne santé. Eh bien non, ils ne partagent en moyenne que 45% de leurs espèces bactériennes, moins de la moitié. Incroyable. Mais du coup, on pourrait se dire qu'ils ont des microbiomes totalement différents et incompatibles. C'est là qu'est la magie. Si on regarde non pas qui est là, mais ce qu'ils font, ces deux mêmes personnes partagent 82% de leur voie métabolique. Ah, je vois. En fait, c'est l'analogie de l'usine automobile. Imaginons deux usines différentes. L'une emploie Paul, Marie et Antoine. L'autre emploie Jacques, Sophie et Léa. Voilà. Les employés sont complètement différents. Ils n'ont pas la même formation de base, pas du tout les mêmes noms. Mais à la fin de la journée, sur la chaîne de montage, les deux usines sortent exactement le même modèle de voiture avec les mêmes options. Pour notre intestin, c'est pareil. L'important, ce n'est pas le casting précis des bactéries, c'est vraiment le travail qu'elles accomplissent tout ensemble. C'est une excellente façon de le visualiser. Et c'est une forme de résilience extraordinaire pour l'écosystème, en fait. Si l'employé Paul tombe malade, à cause d'un traitement antibiotique par exemple, ben Jacques ou un autre employé bactérien peut tout à fait prendre le relais pour fabriquer les mêmes molécules essentielles. C'est super bien foutu. Et au-delà de cette redondance, l'étude soulève la question de la spécificité des souches, qui est trop souvent ignorée. Le nom d'une bactérie ne nous dit vraiment pas grand-chose sur son comportement réel. Ouais, l'exemple donné dans les sources m'a beaucoup marqué d'ailleurs. Quand on entend le nom d'Escherichia coli ou E. coli, on a tout de suite un mouvement de recul. On pense au rappel de steaks hachés, au supermarché, aux intoxications alimentaires sévères, aux scandales sanitaires. C'est très logique, car on pense à la souche EHEC de coli, qui est redoutablement pathogène et qui provoque des diarrhées sanglantes très graves. Mais, et c'est là que c'est fou, il existe une autre souche de la même bactérie, appelée Escherichia coli Nisle 1917. Donc c'est la même espèce, le même nom de famille sur le papier. Tout à fait. Pourtant, cette souche Nisle 1917 est utilisée médicalement comme un probiotique très puissant. Elle a des propriétés anti-inflammatoires reconnues pour apaiser l'intestin. C'est le Dr Jekyll et Mr Hyde au niveau microscopique. C'est exactement ça. Donc, pour résumer cette partie sur le microbiome, on passe d'une vision très archaïque, où on compte simplement les bactéries présentes pour faire un inventaire, à une vision dynamique, où on mesure leur production. Les véritables indicateurs de santé, ce sont les métabolites, l'usine chimique et ses rejets. L'étude insiste d'ailleurs lourdement sur les acides gras à chaîne courte, les fameux AGCC, et plus particulièrement un petit miracle biologique, le butyrate. Le butyrate, oui, un mot à retenir, ainsi que certains gaz d'ailleurs, comme l'hydrogène ou le méthane, qui reflètent la bonne activité de fermentation. Et ce fameux butyrate, produit par nos gentilles bactéries, nous mène directement à notre deuxième ligne de défense, la barrière intestinale. C'est là que ça devient vraiment passionnant, je trouve, parce qu'on a longtemps cru que cette paroi n'était qu'un simple mur passif. Ouais, on l'imaginait comme un bête filtre physique qui laissait passer les vitamines et bloquer les toxines, un peu comme une passoire. Alors que la réalité s'apparente plutôt à une forteresse militarisée avec des stratégies de défense super actives. Il y a un mécanisme qui m'a complètement bluffé dans l'article, ça concerne l'oxygène. Les cellules qui tapissent notre côlon, qu'on appelle les colonocytes, utilisent une ruse biochimique incroyable pour manipuler le niveau d'oxygène localement. C'est de l'ingénierie biologique de très haute précision. On l'a dit, nos bactéries bénéfiques fermentent les fibres que nous mangeons pour produire le fameux butyrate. Ce butyrate, c'est tout simplement le carburant préféré de nos colonocytes. Le petit déjeuner des cellules de l'intestin. C'est ça. Mais pour digérer ce carburant, les cellules de notre intestin utilisent un processus cellulaire appelé bêta-oxydation. Et ce processus consomme une quantité astronomique d'oxygène. En aspirant littéralement tout l'oxygène disponible dans le coin pour se nourrir, la paroi maintient l'intérieur de l'intestin dans un état d'hypoxie sévère. Donc un environnement est quasiment sans oxygène. Absolument. Non mais attends, je me fais l'avocat du diable une petite seconde. Généralement, l'oxygène, c'est la vie. On nous dit toujours que nos cellules ont besoin de respirer pour être en forme. Pourquoi la paroi intestinale déploierait-elle autant d'efforts pour créer une zone asphyxiée? C'est quoi l'intérêt de cette hypoxie? En fait, c'est une stratégie brillante de contrôle des populations. Beaucoup de bactéries très dangereuses, comme les salmonelloses ou certaines entérobactéries pathogènes,
ont absolument besoin d'oxygène pour proliférer et causer des dégâts. Ah, je vois le piège. En revanche, nos bonnes bactéries, celles qui nous aident à digérer et qui produisent le butyrate, sont anaérobies. Elles détestent l'oxygène. Donc, en maintenant cette hypoxie grâce au butyrate, la paroi intestinale étouffe littéralement les mauvaises bactéries dans l'œuf, tout en offrant un cocon idéal bien à l'abri aux bonnes bactéries. C'est un pacte de non-agression magnifique. Les bonnes bactéries nourrissent la paroi avec le butyrate et, en échange, la paroi aspire tout l'oxygène pour protéger ces mêmes bactéries de leurs concurrentes pathogènes. C'est du génie. C'est fascinant. Et ce n'est pas la seule arme de cette barrière, il y a aussi la couche de mucus. Ouais. Le mucus, quand on entend ce mot, on pense souvent à quelque chose de gluant, de pas très ragoûtant et de très passif. Mais c'est un filet de sécurité super dynamique en réalité. L'étude met vraiment la lumière sur une bactérie star, au nom un peu barbare, l'Akkermansia mucinifila. Un nom compliqué, mais très descriptif. Mucinifila signifie littéralement « qui aime le mucus ». Cette bactérie vit directement planquée dans cette couche de mucus intestinal et elle s'en nourrit. Ce qui peut paraître contre-intuitif au premier abord. On pourrait se dire que si elle mange notre mucus, elle détruit notre protection, non ? On pourrait le penser, mais c'est tout l'inverse. En grignotant le mucus, elle stimule les cellules de notre intestin pour qu'elles en produisent encore plus et de bien meilleure qualité. C'est un peu comme tailler une haie au printemps pour qu'elle repousse beaucoup plus épaisse et plus forte. Ah, l'image est parfaite. Et pour aider ces bonnes bactéries comme Akkermansia, on parle très souvent des prébiotiques, les fameux engrais pour notre flore. L'étude cite spécifiquement les FOS et les 2FL. Pour démystifier un peu ces acronymes, les FOS, ce sont les fructo-oligosaccharides. Ce sont des fibres qu'on trouve facilement dans l'ail, l'oignon, la chicorée. Très bon pour la santé, oui. Et le 2FL, c'est passionnant, c'est le 2-fucosyl-lactose. C'est un sucre particulier qu'on trouve massivement dans le lait maternel humain. Et c'est un point absolument crucial sur lequel on va revenir d'ailleurs quand on parlera de la naissance. Ces prébiotiques vont directement nourrir et renforcer l'action de bactéries comme Akkermansia, ce qui va solidifier ce fameux bouclier de mucus. Petit point d'étape rapide pour qu'on suive bien. Pour faire simple, la paroi intestinale travaille en parfaite équipe avec les bonnes bactéries. Elle utilise leur nourriture pour étouffer les microbes nocifs en les privant d'oxygène, tout en gardant une épaisse couche de mucus protecteur super bien entretenue. C'est un très bon résumé. Mais imaginons que ce bouclier cède par endroits. Ou tout simplement, comment le corps gère-t-il le flux naturel d'éléments qui traversent cette paroi chaque jour? C'est là qu'entre en jeu notre troisième ligne de défense, le foie. Au premier abord, on pourrait se demander quel est le lien direct. L'intestin digère, le foie détoxifie, on les imagine un peu comme des départements séparés qui font leur vie chacun de leur côté. Si l'on relie cela au contexte plus large du corps humain, ils sont en réalité intimement connectés par une autoroute sanguine très directe, la veine porte. La veine porte, d'accord. Le reste du corps. Même chez une personne en parfaite santé, avec une barrière intestinale super étanche, on estime qu'environ 10% de tous les métabolites présents dans le sang du foie proviennent directement de l'activité bactérienne de l'intestin. Le foie est vraiment le filtre ultime. Et c'est un dialogue à double sens. Le foie ne fait pas juste réceptionner les colis, il renvoie des éléments cruciaux dans l'intestin, notamment les acides biliaires. Et ça a été une vraie révélation pour moi en lisant les sources. On m'a toujours appris à l'école que la bile, c'était le liquide vaisselle naturel du corps. Un truc basique qui sert juste à dissoudre les graisses après avoir mangé un repas un peu lourd, genre une bonne raclette. Il joue ce rôle de digestion des lipides, bien sûr, c'est indéniable. Mais la recherche récente dévoile leur super pouvoir caché. Les acides biliaires sont en fait de très puissants agents antimicrobiens de haute précision. Ils ne font pas que digérer, ils agissent comme des jardiniers un peu agressifs qui vont tailler, désherber et sculpter la communauté bactérienne. L'exemple donné dans l'étude sur les centenaires est juste fascinant. Ils observent ces personnes qui vivent plus de 100 ans en excellente santé sans maladie chronique. Ils ont découvert que ces centenaires possèdent dans leur intestin une abondance extraordinaire d'un acide biliaire très spécifique, l'acide isoallolithocholique. Un nom imprononçable pour une molécule salvatrice. C'est clair. Cet acide biliaire, qui est d'ailleurs produit par l'interaction entre le foie et des bactéries spécifiques, agit comme un antibiotique naturel surpuissant. Et pas n'importe lequel. Il cible et détruit des pathogènes redoutables comme le clostridioïde difficile. Ah oui, le fameux C. diff. Exactement.
Pour situer, le C difficile est une infection nosocomiale dévastatrice qui provoque des diarrhées sévères, souvent après un traitement antibiotique très lourd à l'hôpital. Le fait que les centenaires produisent naturellement ce composé protecteur montre à quel point l'axe intestin-foie est intimement lié à la longévité et à la robustesse. Et le foie a aussi un travail déboueur indispensable. Parce que même quand tout va bien, des petits fragments de bactéries mortes arrivent à passer la barrière intestinale. On les appelle des endotoxines, ou dans le jargon, des LPS. Oui, les lipopolysaccharides. Pour faire simple, ce sont des morceaux de la paroi des bactéries gram-négatives. S'ils circulent librement dans notre sang, c'est la panique. Ils déclenchent des alarmes immunitaires absolument partout. Le corps croit à une infection généralisée. C'est ça. Heureusement, le foie possède des cellules immunitaires spécialisées qui interceptent et neutralisent ces fameux LPS, de façon très discrète sans faire de vagues. Mais si la barrière intestinale est trop abîmée ou si le microbiome produit une quantité astronomique d'endotoxines, le foie est débordé. Les cellules n'arrivent plus à suivre. Ces LPS se répandent alors dans le corps et créent ce qu'on appelle une inflammation systémique de bas grade. Une inflammation silencieuse mais constante. Et c'est cette petite inflammation de fond qui est aujourd'hui identifiée comme la racine profonde de l'obésité, de la résistance à l'insuline et de nombreuses maladies métaboliques. On voit bien que tout est lié. Exactement, c'est un jeu de dominos. Ce qui nous amène à une question très pratique, qu'on se pose forcément. Comment ce monde intérieur si complexe se construit-il au tout départ ? Comment on érige ce bunker intestinal ? Bah oui, parce qu'on n'est pas avec tout ça déjà installé. L'ensemblement initial, c'est le point de départ de tout le système immunitaire d'un individu. L'étude confirme qu'un bébé dans le ventre de sa mère évolue dans un environnement stérile. Il n'y a pas de microbiome fœtal, malgré ce que certaines vieilles théories disaient. Le premier grand contact avec les bactéries, le vrai choc, c'est l'accouchement. C'est le grand bain microbien originel. Lors d'un accouchement par voie basse, l'enfant hérite immédiatement et massivement du microbiome vaginal et fécal maternel. C'est un transfert crucial, totalement prévu par l'évolution. Et en cas de césarienne alors ? Dans le cas d'une naissance par césarienne, cette transmission directe est forcément contournée. Le microbiome de l'enfant mettra donc plus de temps à se structurer correctement. Il va parfois afficher une abondance initiale de bactéries opportunistes qui viennent simplement de l'environnement hospitalier ou de la peau de la mère et des soignants. Mais l'étude souligne un fait super touchant et vraiment surprenant, que je ne connaissais pas du tout. Si la mère donne le gros du capital bactérien, le père participe aussi super activement à cette colonisation. Ah oui, le rôle du père est énorme. Par le contact physique peau à peau, les câlins, l'environnement familial partagé, le père transmet ses propres souches bactériennes qui vont s'implanter durablement chez l'enfant. C'est une vraie affaire de famille. Et ensuite, une fois la naissance passée, il y a la magie du lait maternel. On parlait du fameux sucre 2FL tout à l'heure. Le lait maternel humain est bourré d'oligosaccharides très complexes comme celui-là. Ce qui est totalement fou d'un point de vue évolutif, c'est que le bébé humain ne possède pas du tout les enzymes pour digérer ces sucres complexes. La mère dépense donc une énergie métabolique folle pour produire des nutriments que son propre enfant ne peut même pas absorber. C'est complètement dingue. Mais pourquoi faire ça alors? Quel est le but? Parce que ces sucres ne sont pas là pour nourrir le bébé, tout simplement. Ils sont là exclusivement pour nourrir une famille très spécifique de bactéries, les bifidobactériums, pour s'assurer qu'elles colonisent et dominent rapidement l'intestin naissant. En clair, c'est la mère qui nourrit directement l'armée bactérienne de son enfant pour fermer la porte aux pathogènes dès les premiers jours de vie. La nature est vraiment, mais vraiment bien faite. Et ce grand principe de devoir nourrir nos bactéries, on doit absolument le garder à l'âge adulte. L'étude de Van Null sépare d'ailleurs de façon très claire notre alimentation moderne en 3 catégories distinctes: les héros, les vilains et les dangers cachés. Du côté des héros, sans grosse surprise, on retrouve les fibres alimentaires, mais aussi les polyphénols. Ce sont ces molécules antioxydantes qui donnent leur couleur vive aux myrtilles ou qu'on trouve à foison dans le thé, le café ou le chocolat noir. La grande majorité voyage totalement intacte jusqu'au côlon. Et là, surprise, ils deviennent un festin royal pour nos bactéries. Elles les transforment en composés anti-inflammatoires ultra puissants pour notre santé. Il y a aussi les acides gras oméga 3 qui, on l'a vu très récemment, favorisent spécifiquement la croissance de notre fameuse bactérie gardienne du mucus, l'Akkermansia. Donc légumes, fruits colorés, oméga 3. Voilà pour les héros.
En somme, ce qu'on mange sculpte directement cette armée intérieure. Mais le tableau s'assombrit très vite quand on analyse les habitudes modernes. Dans le rôle des méchants, on a les régimes très riches en graisses saturées, qui font complètement chuter la diversité de la flore. Et surtout, l'étude met un coup de projecteur assez violent et assez inquiétant sur les édulcorants artificiels. Oui, on parle de molécules très courantes, comme la saccharine ou le sucralose. Ironiquement, les gens les consomment pour éviter les calories du vrai sucre et pour protéger leur métabolisme, pensant bien faire. Le fameux soda zéro calorie? Exactement. Mais les recherches montrent que ces édulcorants modifient la composition et la fonction des bactéries intestinales à un point tel que cela peut carrément provoquer une intolérance au glucose, et parfois de façon pire que si la personne avait consommé du vrai sucre à la base. Le microbiome devient dysfonctionnel et perturbe la réponse naturelle du corps à l'insuline. C'est le comble absolu. Tu prends un truc pour éviter le diabète et ça te dérègle l'insuline via les bactéries. Mais ce qui m'a le plus choqué dans cette publication, c'est la troisième catégorie, les dangers cachés. Et là, on vise très directement les aliments ultra transformés à travers une famille d'additifs, les émulsifiants. L'étude pointe notamment du doigt la CMC et le polysorbate 80. Attends, la CMC concrètement, quand je fais mes courses au supermarché et que je regarde une étiquette, c'est quoi ce truc? C'est la carboxyméthylcellulose. Tu vas très souvent la voir planquée sous le code E466 sur les emballages. C'est un épaississant, un stabilisant. L'industrie agroalimentaire adore utiliser les émulsifiants parce que ça permet de mélanger de l'eau et du gras de façon parfaitement stable. Ce qui n'est pas possible naturellement. Exactement. Ça donne cette texture crémeuse, parfaite, qui fond dans la bouche pour les glaces. Ça empêche la vinaigrette industrielle de se séparer en deux phases dans la bouteille. Et ça rend le pain de mie ultra moelleux pendant des semaines entières sur l'étagère. Ok, chimiquement, je comprends, c'est ultra pratique et rentable pour l'industriel. Mais biologiquement, pourquoi c'est si grave pour notre intestin? C'est à cause de la mécanique même de ces molécules. Un émulsifiant, de par sa nature, ça agit exactement comme un détergent. Comme du liquide vaisselle, en fait. Quand on avale ces émulsifiants présents dans la nourriture, ils arrivent intacts dans le côlon et ils agissent comme du savon sur notre magnifique couche de mucus protectrice. Oh, waouh! Ils émulsionnent le mucus, ils le dissolvent littéralement, comme si tu lavais une poêle grasse. Ah ouais, donc notre forteresse, notre filet de sécurité dont on parlait tout à l'heure avec notre ami Akkermansia, tout ça est balayé, lessivé. C'est exactement le mot. Le mucus est lessivé, il devient poreux et très fin. Les milliards de bactéries du côlon entrent alors en contact direct avec nos cellules intestinales, ce qui ne devrait absolument jamais arriver en temps normal. Ce contact contre nature déclenche immédiatement une réaction inflammatoire massive. C'est le fameux intestin poreux dont on entend parfois parler. Oui, la perméabilité intestinale, ou le leaky gut en anglais. C'est la porte d'entrée grande ouverte vers les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et vers le syndrome métabolique global. Des études très poussées sur des modèles animaux ont montré qu'en redonnant de l'Akkermansia en supplément, on pouvait limiter un tout petit peu la casse en forçant la production de nouveaux mucus. Mais la force de destruction quotidienne de ces additifs est tout bonnement stupéfiante. C'est vraiment effrayant quand on y pense. Les fibres et les polyphénols fournissent les briques et le mortier de notre muraille, tandis que les émulsifiants et les édulcorants agissent comme des chevaux de Troie qui nettoient nos défenses au Karcher de l'intérieur, repas après repas. Cela soulève une question importante. Et c'est la grande conclusion de Van Hull et de ses collègues à la lumière de toutes ces données massives. On comprend enfin pourquoi chercher à définir un microbiome parfait avec une liste de bactéries bien précise est une pure illusion. La fameuse liste des invités parfaits. C'est ça. La variabilité d'une personne à l'autre est beaucoup trop immense. La véritable clé, la vraie définition moderne d'un intestin en bonne santé, c'est sa résilience. C'est la capacité de ce système hybride à encaisser un choc corporel, que ce soit une semaine de malbouffe extrême pendant les vacances ou une grosse cure d'antibiotiques, et à rebondir ensuite pour restaurer son hypoxie, réparer son bouclier de mucus et reprendre son dialogue serein avec le foie. Et tout ce décryptage nous amène à une réflexion finale vraiment vertigineuse pour clore ce sujet. Puisque cet écosystème bactérien dicte une partie écrasante de notre santé globale, depuis la force de notre immunité jusqu'à la gestion du sucre par notre foie, on peut imaginer un futur complètement dingue pour la médecine. Ah oui, le potentiel thérapeutique est illimité. Imaginons que demain, au lieu de bourrer le corps de médicaments chimiques pour forcer nos cellules humaines à mieux réagir à l'insuline ou pour calmer une inflammation systémique de façon très brute, les médecins fassent carrément de l'édition d'écosystèmes,
Une médecine ciblée où l'on prescrirait une dose d'acide biliaire synthétique ultra spécifique, ou bien une souche bactérienne hyper ciblée, cultivée sur mesure en laboratoire, pour aller modifier les fondations métaboliques et éteindre la maladie avant même qu'elle ne produise de tout premiers symptômes chez le patient. On ne soignerait plus l'humain à proprement parler, on soignerait sa forêt microscopique. C'est un changement de paradigme total en médecine. C'est sur cette perspective digne d'un roman de science-fiction, mais pourtant très, très proche de la réalité scientifique d'aujourd'hui, que nous allons conclure notre discussion. Un immense merci d'avoir plongé avec nous dans cette exploration fascinante aujourd'hui. On espère que ce décryptage enrichira la façon dont on envisage cette incroyable galaxie microscopique que nous abritons tous dans notre ventre. Il y a toujours plus à apprendre, alors continuons à questionner, ensemble, le monde qui nous entoure. À très vite.